Je sais que l'on dira que je suis fou pour ce que je m'apprête à faire. Mais vous devez me croire quand je vous dis que ce musée est vivant, infecté par un mal ancien. Quand ces forces diaboliques se matérialiseront, elles réduiront l'humanité en cendres. Nuit après nuit, j'ai examiné les œuvres exposées et les reliques, combattant pour éloigner ces horreurs et apprenant ce que je pouvais. Je pense avoir découvert un moyen d'empêcher notre sombre destin. Les anciennes civilisations ont façonné un symbole étrange pour repousser ces créatures. On l'appelle le signe des anciens. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode du Baroudeur ludique. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur le signe des anciens. C'est un jeu FFG ou Edge pour les plus francophones d'entre nous, qui pourrait être considéré comme le petit cousin d'Horreur à Arkham ou des Demeures de l'épouvante, des Contrées de l'horreur. Enfin voilà, c'est une gamme commune, c'est une esthétique commune, mais ce ne sont pas les mêmes jeux. Le signe des anciens est un jeu de cartes et de dés, coopératif, qui peut aller de 1, on peut jouer tout seul à 8 joueurs, et dont l'action se déroule à Arkham, plus précisément dans le musée d'Arkham. Depuis un certain temps, on entend des rumeurs dans les milieux bien renseignés. Il semblerait qu'un grand ancien, qui est une entité surpuissante, pourrait revenir sur Terre et nous détruire. Et le seul moyen d'empêcher ce retour serait de rassembler un certain nombre de signes des anciens. Et figurez-vous que ces signes des anciens se trouvent dans le musée. C'est là que nos investigateurs vont pénétrer pendant la nuit. Ils mèneront leur enquête de salle en salle pour essayer de rassembler ces signes des anciens et empêcher l'éventuel retour de ces grands anciens. Alors, nos investigateurs vont-ils devenir complètement fous ? Vont-ils être dévorés ? Le monde est-il condamné ? C'est ce que nous allons essayer de déterminer, mais je propose qu'on inspecte le contenu de la boîte. Nous avons ici le livret de règles, qui fait tout de même 19 pages, mais que ça ne vous inquiète pas, c'est parce que c'est richement illustré, il y a beaucoup d'exemples, et c'est finalement assez simple à comprendre. De toute façon, dans quelques minutes, vous serez capable de jouer, puisque je vous expliquerai tout ça en détail. Nous avons ici l'horloge qui sonne à chaque fois à minuit. Il faut savoir que à chaque fois qu'un investigateur fait une action, donc qu'il inspecte une salle, une carte aventure, il s'écoule 3 heures. Donc à chaque fois qu'il a terminé son tour, tac, on fait passer 3 heures, un autre investigateur, 3 heures passent, jusqu'au moment où nous revenons sur minuit et un événement mythe se déclenche, sachant que l'événement supérieur est un événement qui se déroule immédiatement et que l'événement inférieur est un événement qui aura lieu à la fin du tour ou pendant le tour. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il y en a un petit paquet. Elles sont généralement pas hyper sympas avec les joueurs, mais il y a des petits moments d'accalmie qui font se réconcilier avec la vie. Ça ne dure jamais très longtemps dans un univers Lovecraftien, n'est-ce pas ? Alors, ici, ce sont les cartes objets, ce sont des objets communs, symbolisés par le revolver ici, voilà, qui peuvent débloquer des bonus que j'expliquerai plus tard. Voilà, regardez, c'est toujours richement illustré, le matériel est de très bonne qualité, c'est du Edge. Il faut dire qu'ils sont assez reconnus pour ça, et moi j'ai jamais été déçu de leur travail à ce niveau-là en tout cas. Ici, nous trouvons des cartes sorcellerie, vos investigateurs pourront donc débloquer des sorts, voilà, tac. Il y a tout de même un beau petit paquet. Les objets uniques, symbolisés par ce poignard rouge et luisant, voilà, ce sont des objets impies, chose qui n'est pas rare dans les ouvrages de Lovecraft. Voilà, ici. Et les alliés, donc ce sont des amis, des compagnons qui pourront vous aider à accomplir vos enquêtes et vos missions dans le musée. Voilà. Regardons maintenant les cartes d'investigateurs.
toujours l'illustration, le nombre de points de santé mentale, de résistance, ça c'est les points de vie en fait, son petit nom, ce qu'il est dans la vie, son statut social, on va dire, une compétence spéciale que les autres n'ont pas et qu'il pourra utiliser tout au long de la partie, et les objets qu'il possède au départ. Voilà. Ce sont des personnages que vous pouvez retrouver dans les Demeures de l'Épouvante par exemple, ou dans Horreur à Arkham. Comme je disais, c'est une gamme commune. Et donc ils ont réussi à créer quelque chose d'assez homogène et je trouve ça plutôt génial. Voilà. Vous voyez qu'il y a quand même du choix. Hein. Hop. Ici, ce petit paquet de cartes représente les grands anciens. Voilà. Nous avons ici par exemple Shub-Niggurath, Astur, Nyarlathotep, Itakwa, Yig et notre préféré évidemment Cthulhu qui seront de la partie et Azathoth. Alors Azathoth, Yog-Sothoth, voilà. Ici vous trouverez la piste du destin, je rentrerai dans les détails tout à l'heure, une petite explication sur les actions qui doivent être posées quand ce grand ancien est en jeu. Et le nombre de signes des anciens qu'il faut pour l'empêcher de revenir parmi nous. Voilà. Toujours très richement illustré, n'est-ce pas? Alors, le plus gros paquet correspond aux cartes aventures. Ce sont tout simplement les pièces du musée que vous pourrez explorer. Voilà, ça va du placard à des pièces importantes du musée, hein, donc avec des actions spéciales, éloignez-vous des fenêtres. C'est assez immersif, les dessins sont toujours superbes, il y a beaucoup de références à l'œuvre de Lovecraft qui sont disséminées tout au cours du jeu. C'est vraiment très riche à ce niveau-là. Hein. Vous avez ici donc le nom de la carte, le nombre de points de trophée qu'il rapporte, un petit texte introductif d'ambiance, dont je ne suis pas hyper fan au niveau de la police d'écriture, parce que c'est pas toujours évident à lire. J'ai vu qu'il y a eu souvent des petites difficultés à ce niveau-là avec différents de mes joueurs. Mais bon, c'est pas grave, le texte d'ambiance en lui-même est plutôt sympathique. Ici, donc, ça ce seront les épreuves que vous devrez relever pour réussir votre carte. En cas de malus, en cas d'échec, on consultera ces codes-là. Et en cas de réussite, on consultera ces codes-là. Mettez-vous toujours ça en tête pour les explications qui vont venir. Je vous explique tout ça tout de suite. Regardez ça comme c'est beau tout de même. Allez. Moi, ça me fait rêver. Voilà, donc comme vous voyez, il y a tout de même beaucoup de cartes. Beaucoup de cartes à explorer. C'est un grand musée, hein, visiblement. Je remets ça ici. Et ici, nous avons les cartes Autre Monde, parce que, comme dans les ouvrages de Lovecraft, on peut aussi voyager dans d'autres dimensions, dans d'autres mondes. Voilà, les Goths, les contrées du rêve. Il y en a quand même un bon petit paquet. Voilà. Ils ont même prévu ces passages dans d'autres univers. Ici. Et voilà. Et en dernier, la fiche de l'entrée du musée. Vous pourrez vous reposer ou acheter des objets, débloquer des sorts. Voilà. Mais ça, j'expliquerai en détail tout à l'heure. Voilà. Il faut savoir que dans les extensions, ça marche un peu autrement. L'entrée du musée est déposée en plusieurs cartes, mais ça... Nous en parlerons plus tard quand je vous critiquerai ces extensions que je possède déjà. Ici, nous avons encore quelques jetons et pions à observer. Évidemment, cette petite trousse ne vient pas de la boîte. Les habitués reconnaîtront ce genre d'astuce. Une petite trousse à outils, on va dire, en plastique très simple pour ranger des clous, des vis, que j'ai réadapté pour mes pions. Alors ici nous avons les pions de santé mentale, représentés par un petit crâne et un cerveau. Il y en a de 1 point, 3 points et 5 points. Les petits cœurs qui représentent les points de vie, donc la résistance, pareil, 1, 3, 5. Voilà. Ici ce sont les pions du destin. Donc ce sont les pions qui vont être des marqueurs pour remplir la piste du destin sur les fiches des grands anciens. Ah, les signes des anciens.
Ah, qu'est-ce que je les aime, ceux-là. C'est ceux qui vont nous permettre de combattre donc les grands anciens. Les pions indices, allez, regardez ça comme c'est charmant tout de même. Voilà, c'est une trace de pas dans la boue. Ça permet de relancer tout ou une partie de CD parce qu'on a utilisé un indice qui fait avancer l'enquête. C'est quand même plutôt génial. C'est simple, mais hyper cool, je trouve. Alors voilà, alors comme vos personnages se déplaceront, voilà, il faut des petits marqueurs pour tout de même savoir où ils se trouvent en jeu. Voilà, par exemple, en voilà un, c'est assez petit, vous voyez bien avec la taille de mes doigts, et c'est fidèle donc aux cartes. Ici, on retrouve des jetons monstres en fait qu'on mettra dans une tasse ou alors moi je vous conseille de le mettre dans une petite bourse en tissu parce qu'on va les tirer au hasard pendant la partie avec les épreuves qu'il faut surmonter pour les vaincre d'un côté et un petit texte introductif ou des petites notions de règles en plus parfois. Ici c'est un cultiste, je ne résiste pas au plaisir de vous lire tout ça. Je tentais de passer malgré lui, mais son zèle fanatique lui conférait apparemment une force surhumaine. Voilà. Euh, Ici, ce sont des dés qui concernent la première extension. Donc je le mets sur le côté. Ceux-là aussi, ces monstres-là ne nous concernent pas pour l'instant. Passons plutôt aux dés qui vont être l'outil de référence pour réussir nos actions. Nous avons 6 dés verts qui comportent des 3 loupes qui valent chacun 1 point loupe, 2 points et 3 points. Donc c'est des phases investigation, si vous voulez. Le savoir, une phase de savoir, une phase de péril et une phase de terreur. Voilà. Ça, ce sont les 6 dés verts qu'on lance d'office pour réussir nos actions. Alors, on peut y ajouter, y adjoindre des jaunes, un dé jaune ou un dé rouge. Les dés jaunes correspondraient généralement à un objet commun. Ici, vous voyez qu'on peut aller jusqu'à 4 points en investigation, qu'il y a une face savoir et une face péril. Il n'y a donc pas de face terreur dessus. Et le dé rouge qui lui va jusqu'à 4 points d'investigation, a un péril, un savoir et une face bonus, un joker qui permet de déterminer la face qu'on veut à ce moment-là. Voilà. Ça, je vous explique tout à l'heure de toute manière. Voilà. Je crois qu'ici, on a fait un gros tour, un topo rapide de ce qu'on peut trouver dans cette boîte. Je propose maintenant que nous passions au vif du sujet. C'est parti pour les règles. Et oui, et bien sûr minuit, c'est le cas. Donc, on la pose sur la table aux yeux de tous. Ensuite, on prend le paquet de cartes grands anciens et soit vous le choisissez, soit vous tirez au hasard. Moi, je vais tirer au hasard. Vous prenez le grand ancien que l'on devra affronter durant cette partie. Ici, ce sera Itakwa. La première chose à faire, c'est de lire le texte qui est en dessous de l'illustration. Car il va apporter des options au jeu, ça va donner une couleur particulière à la partie. Voilà, quand Itakwa est là, il y a des vents glacés. Chaque fois qu'un investigateur utilise un objet unique ou un sort, il perd une résistance. Voilà, chaque fois que vous avez un autre grand ancien, le texte ici change et il y a une variation dans la façon de jouer. Ici, au centre, vous voyez 11 points, ce sont les points que vous devrez rassembler, donc les signes des anciens, le nombre de signes des anciens que vous devrez rassembler pour empêcher le réveil d'Itakwa. Ici, vous avez la piste du destin qui se remplira dans cet ordre-ci, tac, 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 tac. Et quand on arrive sur la dernière case de la piste des anciens, eh bien, Itakwa se réveille et là, on va devoir l'affronter et vous avez les règles d'attaque ici d'Itakwa. À savoir également que tant que vous avez des petits cultistes comme ça, eh bien voilà, on progresse, le culte d'Itakwa progresse, mais il ne se passe rien de particulier en dehors du temps qui commence à manquer. Par contre, quand on arrive sur ce genre de petites cases, eh bien, il y a un monstre qui entre en jeu. Ceci concerne le combat, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Donc voilà, ici, nous jouerons contre Itakwa, potentiellement, en tout cas si on faisait la partie jusqu'au bout. Une fois que nous avons déterminé qui est notre grand ancien, nous allons poser
notre carte musée qui permettra d'acheter un souvenir, de fouiller des objets trouvés ou recevoir des premiers soins. C'est là que vont démarrer nos personnages puisqu'ils vont pénétrer dans le musée à partir de l'entrée, évidemment. Ensuite, tant qu'on parle du musée, eh bien, nous prenons tout notre paquet de cartes aventure et nous prenons les 6 premières cartes, paquet que nous avons mélangé évidemment, et nous sortons nos 6 premières pièces, 6 premières aventures sur la table. Voilà. Et voilà. Je mets le paquet de côté, mais il va servir pendant toute la partie. Les cartes Autre Monde restent aussi sur le côté, on n'en pose pas au début de la partie. Une fois que ces choses-là sont faites, nous passons à notre choix d'investigateur. Pour l'exemple, je vais prendre 2 investigateurs. Alors, ici, nous avons Caroline Fern, qui est une psychologue. Comme vous voyez, elle a 6 points de santé mentale, 4 points de résistance, un objet commun et un objet unique. Elle a une capacité spéciale qui est la psychologie. Une fois par jour au début du tour de n'importe quel joueur, Caroline peut faire regagner une santé mentale à un investigateur de son choix, y compris elle. Je la pose ici. En attendant, je lui donne un objet commun. Tac, tac, tac. Voilà, de la dynamite, ça c'est une psy de choc, et un objet unique qui est une épée de gloire. Visiblement, madame est collectionneuse. Et le deuxième personnage est... Ah, on est dans la subtilité ici. Michael McGlenn, qui est un gangster. Alors lui, sa compétence, c'est qu'il est costaud. Et une fois par jet de dés durant son tour, Michael peut changer un dé avec un résultat terreur en un résultat péril. Et comme objet de départ, il a 2 objets communs qu'on va choisir tout de suite. Nous avons un revolver 38, qui donne un dé jaune de bonus, et de la nourriture, tout simplement. Je défausse cette carte au lieu de perdre un point de résistance. Ça me permet d'épargner donc de la vie. Je prends ensuite les points de résistance. Voilà, ici j'ai les points de résistance de Caroline que je mets sur son bocal avec le cœur, et ces points de santé mentale qui sont toujours représentés donc par les petits cerveaux et que je mets sur le bocal bleu. Voilà. Je fais pareil pour Michael McGlenn qui a 7 points dans son bocal de vie et 3 points dans son bocal de santé mentale. Il y a fort à parier qu'il y a des risques qu'il devienne complètement cinglé avant la fin de la partie. Ensuite, nous prenons les petits jetons qui représentent nos investigateurs. Donc ici, nous avons Caroline et ici, nous avons Michael. Et nous les posons tout simplement sur l'entrée du musée, puisque c'est de là que démarrent les joueurs. Voilà, vous posez vos dés près de vous. Ensuite, une fois que tout cela est fait, vous retournez votre carte mythe, la première, vous consultez l'effet immédiat. Dans ce cas-ci, c'est la folie s'installe. Ajoutez un pion destin sur la piste du destin, sauf si tous les investigateurs ont au moins 2 santé mentale. Ça tombe bien, on vient de commencer, on est en pleine forme, donc ceci ne nous concerne pas. Par contre, pour engendrer des horreurs, la prochaine fois que l'horloge indique minuit, un monstre apparaît. Donc, nous savons que d'ici 12 heures, eh bien, nous aurons un nouveau monstre sur la table. Je pose ça ici pour que tout le monde puisse le consulter. Mes dés verts sont dans mon gobelet ici. Les dés bonus, je les ai mis là-bas. Et nous sommes prêts, normalement, si je n'ai rien oublié, à jouer. Je pourrais même être tatillon et dire qu'ici, comme il y a un verrou, et ça vous le comprendrez plus tard sur la carte, le dé jaune est verrouillé, ce qui ne nous arrange pas pour commencer la partie. Il ne vous reste dès lors plus qu'à placer vos monstres dans une petite bourse que vous laissez à portée de main des joueurs et à choisir parmi vous quel sera le premier investigateur. Maintenant, nous pouvons passer à la première des 3 phases de jeu qui est la phase de mouvement. C'est tout simplement le fait de déplacer vos personnages, symbolisés par leurs jetons, sur une des cartes aventure du jeu.
c'est-à-dire qu'il se rend dans une des pièces du musée. Donc il pourrait décider, Michael McGlenn, d'aller vers la carte aventure. Il y a quelque chose dans la cave. Voilà, il est déposé là, il va pouvoir faire sa mission. En imaginant qu'il réussisse sa mission, la carte aventure sera enlevée, une nouvelle carte viendra la remplacer, et Michael McGlenn retourne évidemment à l'entrée du musée. S'il avait raté son aventure, il reste sur place, et quand c'est la prochaine fois qu'il peut jouer, il choisit soit de rester sur place et de continuer son aventure, soit de éventuellement aller sur une autre carte aventure qui lui semble peut-être plus accessible. Voilà, tout simplement. Tout comme on peut rester sur la carte musée si on le désire, parce qu'on voudrait acheter un souvenir, se soigner, etc., etc. Maintenant qu'on a appris la phase de mouvement et donc à bouger de salle en salle, on va pouvoir s'attaquer à la phase de résolution. Là, on se lance dans la mécanique même du jeu, accrochez vos ceintures, ce sont quelques bases, mais une fois que vous avez pris le coup, ça devrait se passer sans problème. On reprend l'exemple de Michael McGlenn, donc qui se rendait dans « Il y a quelque chose dans la cave ». Normalement, comme vous l'avez vu dans la phase de mouvement, on laisse le jeton sur la carte. Mais ici, je vais tricher avec la vie et ce genre de choses, et vous montrer la carte. Donc, imaginez que McGlenn est sur la carte. Donc, pour réussir cette épreuve, et donc espérer toucher les bonus, à savoir ici un jeton indice et une carte d'objet unique, il faut que je réussisse à accomplir ces différentes tâches, à savoir 6 points d'investigation, un signe de savoir et un signe de terreur. Si je n'y arrive pas, je regarderai le morceau rouge de ma carte, à savoir ici la perte d'un point de santé mentale, vous voyez le petit cerveau, et la perte d'un point de résistance, le petit cœur. Voilà, alors, comment je fais pour interagir? C'est quoi ma mécanique? Eh bien, ce sont les dés, tout simplement. Ici, comme on l'a vu, Michael McGlenn a un revolver, donc je pourrais lancer un dé jaune en plus. Ah non, je ne pourrais pas le lancer car nous voyons qu'ici, le dé jaune est verrouillé. Je vous explique ça tout à l'heure. Et il n'a rien d'autre comme genre de dé. Donc de toute façon, il va devoir y aller à sec avec ses 6 dés verts. On va tenter la chose. Allez, c'est parti. Imaginons que Michael McGlenn y est. Voilà, c'est parti. Je lance mes dés. Hop. Et qu'est-ce que j'obtiens? Alors, j'obtiens un savoir. Ça pourrait me servir. Une terreur, c'est très bien. Par contre, comme vous pouvez le voir ici, j'ai qu'un seul point d'investigation, donc là je ne vais pas réussir grand chose. Sachant que il n'y a pas de flèche comme ici par exemple qui m'oblige à faire les tâches dans l'ordre. Quand vous voyez cette petite flèche ici, je suis obligé de commencer par celle-là puis par celle-là. Je peux, dans le cas de cette aventure-ci, remplir mes épreuves dans l'ordre que je veux. Alors, ici, je peux réussir. Je vais prendre tout simplement mon dé de savoir, je le pose là, voilà. Ça prouve que j'ai accompli cette tâche-là. Quand je réussis, je reprends tous mes dés, les dés qui restent, et je lance. Allez, c'est parti, hop, je continue. Hop. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ici un 3, 5, 7 points d'investigation, un point de savoir et un point de péril. Alors, 7 points, c'est suffisant. Je peux prendre mes 3 dés, les mettre là, et j'ai mes 6 points d'investigation qui sont faits. Maintenant, il ne me reste que 2 dés. Ce qui veut dire que là, je n'ai plus que 2 dés pour faire une terreur. Donc, à savoir, la terreur, pour vous rappeler, c'est ces signes de tentacules. Allez, je tente le coup, soyons fous. J'aurais bien lancé un dé jaune en plus, mais bon, là, il est verrouillé. Hop, c'est parti. Et je n'obtiens rien. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est là que c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe quand je rate un jet de dés, que je ne peux rien mettre, donc rien ajouter à ma carte? Eh bien, à ce moment-là, je dois enlever un des dés de ma réserve. Voilà, je le mets sur le côté. Et je relance avec ce qu'il me reste de dés, donc un seul dé ici. Et c'est parti. Allez. Et voilà, et là je fais péril. Et voilà, avec ça, j'ai pas ma terreur, donc ça veut dire que j'ai tout simplement raté mon aventure. À ce moment-là, Michael McGlenn reste sur la carte, et je dois regarder ces pénalités-là, à savoir qu'il perd un point de vie et
un point de santé mentale qu'il a déjà assez bas. Et on va carrément jouer le jeu, voilà, 1 et 2. Ça part plutôt mal. Par contre, je peux utiliser une carte ici, défausser cette carte au lieu de perdre une résistance, donc je vais utiliser ça. Il a pris un bon petit repas, et ça va me permettre tout simplement de récupérer mon point de vie. Voilà, j'ai pas perdu de point de vie, après tout, c'est comme ça, quoi. Et voilà, donc à partir de là, on peut continuer son tour. Ça, c'est les principes même des règles. Maintenant, il y a des petites variations, des petites choses que je vais vous expliquer ici. Nous avons des cartes avec aussi des petits titres ici, comme vous pouvez voir, qui sont à minuit ou effet de terreur. Voilà, ça c'est au-dessus des tâches à accomplir. Voilà. Attaquons minuit. Eh bien, tout simplement, quand on arrive à minuit, en plus de l'effet de la carte mythe, donc pour vous rappeler, les cartes mythes, c'est ce qu'il y a là-bas, nous avons chaque carte aventure qui possède un trait minuit, chacune de ces cartes s'active aussi. Donc, en plus du monstre minuit dont je vous parlais tout à l'heure, qui débarquera à minuit, ici nous avons un autre monstre, un monstre apparaît, qui apparaîtra à minuit. Nous avons donc, si cette carte-là n'est pas résolue, nous aurons donc 2 monstres qui vont débarquer en jeu. Nous avons l'effet terreur, alors là c'est bien crapuleux aussi. Quand je rate un jet de dés, que je ne peux donc accomplir aucune des tâches, si j'ai au moins un de mes dés qui représente une terreur, donc, eh bien, à ce moment-là, un effet de terreur se déclenche. Ça peut varier d'une aventure à l'autre. Eh bien, ici, par exemple, si je rate mon jet de dés et donc qu'il y a dans les dés au moins une image terreur, un icône terreur, la terreur s'applique et j'ajoute un pion destin à la piste du destin. Donc, je fais encore progresser le culte qui va faire revenir Itakwa. C'est plutôt embêtant, nous en conviendrons. Quand on doit invoquer un monstre, il y a ce genre de liseré, on les place sur des cartes qui ont un liseré blanc, comme ça, on place son monstre. Il peut arriver également que ça recouvre une case, on doit la recouvrir aussi avec son petit monstre. Imaginons ici, voilà, je pose mon monstre ici dessus. Celui-là, en plus, il verrouillerait un dé rouge. Comme j'ai dit, c'est comme avec le dé jaune. Tant que je ne me suis pas débarrassé de la carte ou ici du monstre, eh bien le dé reste bloqué. Donc on ne peut plus l'utiliser à ce moment-là. Tant que je suis ici, vous voyez aussi qu'il y a des symboles qui comportent 2 tâches différentes, 2 symboles différents. Eh bien, pour être résolu, ça peut être l'un ou l'autre. Ce n'est pas l'un et l'autre. Voilà. Si j'arrive à me débarrasser d'un monstre, à réussir donc à accomplir la ligne, je le récupérerai à la fin, mais le dé n'est pas débloqué à ce moment-là. Il n'est pas débloqué pendant que je suis en train de jouer. C'est seulement après l'épreuve que le dé sera de nouveau disponible. À l'arrière, vous verrez des notes explicatives sur les monstres ainsi que les points qu'ils rapportent en fait. Ici c'est 0, il n'y a vraiment pas de chance. Ces points permettront, tout comme pour les aventures, voilà, ce sont des points de trophée. Par exemple celle-ci elle rapporterait 2 points de trophée. Ça permet de faire des achats dans le musée. Alors qu'est-ce qu'on a comme achat qu'on peut faire dedans? On peut recevoir des premiers soins, choisissez un des traitements suivants, soigner soit une santé mentale, soit une résistance gratuitement, ça d'office, soit on peut payer 2 trophées, et à ce moment-là on soigne totalement ou sa santé mentale ou sa résistance, enfin vous voyez l'idée. On peut fouiller les objets trouvés, donc on lance un dé vert et ensuite on consulte la table suivante, ça c'était le truc. Donc j'en profite pour le musée, quoi, voilà. Et alors, acheter un souvenir, limiter à un seul achat, un trophée, un pion indice, 2 trophées, un objet commun. Ça va jusqu'à 10 trophées pour acheter un signe des anciens. Voilà. Je pense que dans les extensions qui suivent, on ne peut plus acheter de signes des anciens à l'entrée. Ça fait un peu comme si on avait un distributeur de signes des anciens à l'entrée, ce qui est un peu bizarre. Donc je suis assez favorable à cette disparition. Ici, nous avons aussi, au niveau des monstres, ici, ça peut être aussi sur les cartes aventures, voilà. Vous pouvez aussi tomber sur ce genre de symbole, c'est-à-dire que là, on considère que votre personnage est passé comme dans une espèce de vortex et le temps est passé, et donc on avance de 3 heures, que l'épreuve soit réussie ou pas.
Ici, je le répète, quand vous voyez ce genre de symbole, vous devez réussir les tâches les unes après les autres. Donc il faut d'abord accomplir celle-ci avant de pouvoir s'attaquer à celle-là. Vous avez la flèche qui va par là dans ce sens-là. Au niveau des différents symboles, ce que nous cherchons, c'est évidemment de gagner des signes des anciens. Vous avez à la fin du livret de règles un résumé de tous les symboles, qu'ils soient négatifs ou positifs. Vous allez y jeter un œil si jamais vous avez un doute à un moment ou à un autre. Ici, comme vous voyez aussi, si vous réussissez, par exemple, vous avez vos 2 terreurs qui sont mises ici, vous arrivez à accomplir cette tâche, vous perdez d'office 1 point de santé mentale. Vous réussissez cette tâche, vous perdez d'office 1 point de résistance. Il faut faire très attention avant de se lancer dans certaines aventures et bien réfléchir à ce qui pourrait arriver. Par exemple, ici, il ne faut pas négliger le fait que vous risquez de perdre encore un point de santé, un point de vie et un point de santé mentale. Et ici, vous allez, si vous perdez, faire avancer le culte d'Itaqua sur la piste du destin. Comme tu peux le voir, c'est un jeu de coopération qui a tout le potentiel pour ne rien pardonner. Mais heureusement, il y a possibilité de collaborer ensemble et nous avons quelques armes et quelques sorts. Imaginons maintenant que mon dé jaune n'est pas verrouillé, je le remets dans sa réserve, et que nous avons donc une autre carte aventure. Michael McGlenn, s'il désire réussir donc son épreuve de tout à l'heure, il y a quelque chose dans la cave, 6 investigations, un savoir et une terreur, eh bien, il pourrait s'ajouter un dé jaune dans sa réserve, clac, en utilisant son revolver. Voilà. Il peut l'ajouter dès le départ en lançant ses 6 dés, donc maintenant il a 7 dés, tout comme il pourrait passer un tour ou deux, ah bah là il a perdu, il y a un dé en moins à lancer, ah bah là il a perdu, il a encore un dé en moins, il se dit bon, là ça commence à chauffer, tac, je sors mon revolver, ça va chier les bulles, et donc là il se rajoute ce dé jaune, et voilà, jusqu'au moment où il réussit, où il rate son aventure. Autre capacité que nos héros peuvent avoir, en partie, quand ils tentent une aventure, donc c'est la concentration. Alors à quoi ça sert la concentration? C'est, imaginons que voilà, il est en train de tenter son aventure, clac clac, il lance ses dés, et il se rend compte que là il a foiré. Par contre, il se dit que le 3 là l'intéresse beaucoup. Donc, comme il a perdu, il peut se concentrer. Il garde son 3. Il perd quand même un dé puisqu'il a perdu. Et il met les autres dés dans son gobelet et on peut continuer à jouer. On ne peut évidemment que se concentrer qu'une seule fois. Mais si Michael McGlenn avait son amie Caroline sur la même carte aventure que lui, il peut lui demander à son tour de se concentrer pour lui. Donc imaginons que, ici il ne faut pas faire attention aux résultats vraiment, c'est vraiment pour vous expliquer. Imaginons qu'ici il n'y a pas de tâche, il ne sait rien placer. À ce moment-là, il peut demander à Caroline de « Ah ben tiens, on a besoin d'un péril pour réussir ça, place-le sur toi. » Par contre, il perdra encore un dé. Puisque ça ne peut se faire que quand on rate une tâche. Ceci dit, Caroline prend quand même un risque en l'aidant. Si l'aventure est ratée, elle n'aura pas les malus imposés par la carte. Par contre, elle perdra un point de santé mentale ou un point de résistance. Donc il y a toujours un risque à donner un coup de main. Nous avons aussi les cartes sorts qui possèdent ce genre de cartes un emplacement. Donc par exemple le rempart de chair, si je le place ici, ça peut agir comme une concentration, une spécialisation, sauf que je peux placer un dé dessus, même si j'ai réussi mon jet. Donc, imaginons que j'ai réussi à réaliser ma tâche, eh bien, qu'il y a un autre dé qui m'intéresse, eh bien, je peux le placer dessus. Voilà. Donc là, on a une terreur en réserve qui attend bien patiemment sur sa carte. Et en imaginant que je réussis ma carte aventure sans me servir de mon sort, eh bien, je le pose près de moi, visible des autres joueurs, et eux aussi peuvent s'en servir pendant une de leurs aventures. Donc imaginons que Michael McGlenn a lancé un sort rempart de chair, il met une terreur en réserve, Caroline Fern en a besoin pour réussir une autre aventure, donc c'est son tour de jeu, elle a besoin à ce moment-là d'une terreur absolument,
eh bien, si elle avait son péril ici et qu'il lui manquait sa terreur, elle pourrait demander « Tiens, Michael, est-ce que je peux utiliser ton sort ?» Et à ce moment-là, elle récupère la terreur, clac, et elle accomplit sa tâche, tout simplement. Normalement, c'est avec l'autorisation de l'autre joueur, évidemment, mais voilà, rien, ce serait bête de ne pas en profiter. Vous avez également les cartes alliées qui apportent des avantages en nature. Ce sont des cas particuliers, des points de règle apportés par d'autres persos. Là, il suffit de lire tout simplement les explications. C'est assez puissant et n'hésitez pas à investir dans les alliés. C'est important dans ce monde de brutes. Boing, boing, boing. Il est minuit. Bon, je sais, normalement, je devrais le faire 12 fois, mais bon, c'est pas ça qui va m'empêcher de vous expliquer la phase d'horloge quand même. Pour rappel, à la fin d'un tour de joueur, on avance l'aiguille de 3 heures. Quand il a terminé, on avance de 3 heures, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à minuit. À minuit, on inspecte les cartes aventure. Il y a un effet minuit ici. Il n'y en a pas d'autre. À minuit, un monstre apparaît, donc je devrais piocher un monstre. Voilà ce que je fais. Et ici, si je me souviens bien, notre carte mythe qu'on inspecte dit que la prochaine fois que l'horloge indique minuit, un monstre apparaît. Un autre monstre apparaît. Je pioche donc un deuxième monstre. Alors, les monstres, je dois les mettre en priorité sur des cartes qui ont un liseré monstre, comme ici. Si il possède un liseré avec une tache entourée, je dois le poser sur le symbole. Et si il n'y a pas, imaginons qu'il n'y ait plus sur la table de cartes avec un liseré, on doit le placer tout en dessous de la carte. Et s'il y a une flèche ici, il doit être résolu en tout dernier. Voilà. Une fois qu'on a réglé les effets minuit, on défausse l'ancienne carte mythe, on en tire une nouvelle, on applique les effets immédiats, ajouter un pion destin sur la piste du destin car les étoiles s'alignent, voilà qui est fait. Et on regarde l'effet permanent qui est dans le calme. Aucun effet continu ne prend place aujourd'hui. Yes! Et on le laisse là pour le rappel. Votre première partie du signe des anciens approche à grands pas et je vous sens fébrile. Cette question vous brûle les lèvres. Mais comment gagne-t-on, mon cher ami? Alors voilà comment on gagne. Soit on rassemble un certain nombre de signes des anciens nécessaires pour vaincre le grand ancien en jeu, soit il s'est réveillé et à ce moment-là, il faut le battre. Au corps à corps, à la dynamite, c'est comme vous voulez, mais il faut le zigouiller. Le portail a été ouvert et il est là, il faut l'affronter. Voilà, soit on a les signes des anciens, soit on le bute. C'est les deux façons de gagner. Comment on perd? En étant dévoré. Alors, il faut savoir que tant que le grand ancien n'est pas réveillé, si votre investigateur meurt, on pioche une nouvelle carte investigateur et un autre personnage vient s'ajouter à la partie. Par contre, si le grand ancien s'est réveillé et que vous mourrez, vous terminez dans son estomac ou dans une dimension parallèle démoniaque. Tout simplement. Et la partie est terminée. J'adore ce jeu. Imaginons maintenant que nous n'ayons que 1, 2, 3, 4, 5 signes des anciens et que malheureusement nous devions remplir pour une raison ou l'autre peut-être une carte mythe ou alors une action sur une des aventures, mais en tout cas voilà ce qui se passe, nous remplissons la dernière case de la piste du destin du grand ancien. Que se passe-t-il à ce moment-là? Et dans ce cas précis, eh bien, Itakwa se réveille. Une puissance détruit le musée ou le fait passer dans une autre dimension, dans un vortex, dans tout ce que vous voulez. Mais tout ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le musée, plom, est rasé. Il est rasé avec... Si vous avez une carte qui verrouille un dé, il est rasé aussi. Le dé est hors du jeu. On ne peut plus s'en servir pour le moment. Vos investigateurs
vont sur la carte du Grand Ancien parce qu'ils sont face à lui et ils vont devoir l'affronter. Les cartes mythes sont mises sur le côté. Maintenant, il va falloir s'empoigner. Vos investigateurs sont face à lui. Ils ont toujours leurs cartes d'objets qui peuvent être utilisés, comme même leurs indices. Alors, pour le rappel, les indices, ça permet de relancer tout ou une partie de ces dés. Et ils vont devoir l'affronter. Alors comment ça marche pour affronter le Grand Ancien les aventuriers vont devoir accomplir ces tâches-là. Alors, à chaque fois qu'il accomplit une de ces tâches, on enlève un jeton de la piste du destin. Si on arrive à enlever le dernier jeton de la piste du destin, on considère qu'on a dézingué le Grand Ancien et que la Terre est sauvée. Le seul truc, c'est que à chaque fois, on continue jusqu'au moment où on n'a plus de dés. On essaye à chaque fois de faire un point de dégâts, quoi, entre guillemets, jusqu'au moment où on n'a plus de dés. Et quand on n'a plus ces dés, eh bien, on avance de 3 heures, et on avance de 3 heures, et on avance de 3 heures. Et quand on arrive à minuit, eh bien, Itakwa, dans le cas précis de cette démonstration, fait son attaque spéciale. Alors là, on va lire son attaque spéciale. Quand Itakwa se réveille, lancez un dé vert. Donc ça, c'est déjà, dès son réveil, on fait quelque chose. Lancez un dé vert pour chaque objet commun, objet unique ou sort en votre possession. Sur un résultat de une investigation ou plus, défaussez cette carte. Donc lui, il a le potentiel de dézinguer à peu près tous les objets qu'on a pour l'affronter. Ce qui diminue fortement nos chances. Quand Itakwa attaque, donc ça c'est quand on revient à minuit et qu'il est prêt, que c'est à son tour donc de frapper, quand Itakwa attaque, chaque investigateur doit soit défausser un pion, soit perdre 2 résistances. Donc, défausser un pion indice, j'ai mal lu. Donc voilà, là je pourrais éviter 2 points de dégâts dans la vue en sacrifiant ça, et si j'ai plus rien, eh ben je me les prends. C'est extrêmement tendu. Et ça donne vraiment des fins de partie épiques. Les fois où je me suis retrouvé avec mes joueurs à ne pas avoir le nombre de signes des anciens nécessaires, eh ben, on était en train de s'encourager, à s'engueuler même, parce que « Mais qu'est-ce que t'as fait là pour un jet de dés ?» Enfin, c'était vraiment génial. Donc il y a vraiment une façon de gagner, donc avec les points de signes des anciens, qui est très tactique, etc. Et l'autre où, allez, on y va au baroud d'honneur, il faut encore réfléchir malgré tout, et où là, c'est presque comme si on était en train de l'empoigner directement. Enfin, c'est vraiment un très bon jeu. Voilà, en gros, il y a plein de potentiel. Les illustrations sont superbes. Richard Launius et Kevin Wilson, qui sont un peu les papas du jeu, je veux dire, ne sont pas nés de la dernière pluie. Richard Launius, c'est quand même le mec qui a fait Horror à Arkham et bien d'autres jeux. Kevin Wilson, lui, il a aussi beaucoup travaillé sur les jeux de Flight Fantasy Games. Et il est un spécialiste en intelligence artificielle. Voilà, cette rencontre est vraiment intéressante. Moi, je prends beaucoup de plaisir à ce jeu. Je pense d'ailleurs que je vais proposer une petite série de vidéos où vous pourrez m'accompagner, en tout cas, puisqu'on peut jouer aussi en solo dans certaines de ces aventures. On va voir si ça vous plaît, si ça vous intéresse ou pas. Je vois qu'il y a pas mal de joueurs en solo qui font ça aussi sur YouTube, alors pourquoi pas se faire plaisir aussi. Et je vous ferai découvrir la suite de la gamme, parce que en tant que bon amoureux de ce jeu, j'ai tout simplement envie de continuer. Et ce que j'ai déjà découvert par la suite est vraiment très intéressant. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente soirée ou journée, ou journée-soirée si vous vivez dans un monde parallèle. Et je vous encourage à mettre un pouce bleu. Oh non, on s'en fout de ce genre de truc. Voilà, si vous avez aimé, vous partagerez, j'en suis sûr. Et si vous n'avez pas aimé, écoutez, c'est votre droit. Bon, c'est pas grave, quoi. C'est pas grave.